l'ancienne économie de traite ou la remplace. Le but poursuivi peut varier d'un État à l'autre. La banque participe maintenant à une opération lucrative avec une surveillance des circuits commerciaux et la mise en place de nouveaux systèmes de commercialisation. Parfois, la participation à la campagne de commercialisation des produits agricoles sera l'essentiel de leur activité, comme c'était le cas pour l'ancienne Banque sénégalaise de développement, dont le circuit financier venait étayer le circuit commercial mis en place par l'Office de commercialisation agricole. Les banques de développement sont compétentes pour faire du crédit sur l'ensemble des chaînes de valeur. Le financement est appréciable à chaque maillon de la chaîne: crédit d'équipement, crédit de campagne, crédit de commercialisation de récolte, crédit de soudure portant sur les produits vivriers, crédit à la consommation pour l'achat de biens durables, crédit à la production afin de permettre l'embauche des salariés. Bien souvent, ce secteur représente l'activité essentielle des banques de développement. Seuls quelques États, le Niger, la Côte d'Ivoire et la Guinée, ont conservé un crédit agricole distinct de la banque de développement. La banque de développement intervient aussi dans le secteur artisanal, industriel et commercial. Les banques de développement installées en Afrique se distinguent nettement en raison de leur polyvalence de celles qui fonctionnent dans les autres pays du monde. Le rôle des banques de développement ne se limite pas seulement au financement d'opérations à long terme. Elles ont été habilitées d'abord à recevoir des dépôts et à accorder des crédits à court terme, et des organismes publics ou parapublics sont tenus dans certains pays de disposer leur liquidité auprès d'elles. Ailleurs, même, il peut y avoir l'obligation de domicilier certaines opérations. Ainsi, après les indépendances, les banques de développement sont des principaux acteurs du secteur financier africain qui se doivent d'impulser les secteurs porteurs de croissance, principalement le secteur de l'agriculture et les infrastructures. Les banques de développement interviennent dans le secteur artisanal, industriel, commercial et assurent le financement des marchés de l'État. Et cette activité peut prendre une certaine ampleur, comme au Gabon, ayant repris l'activité des organismes de crédit social. Les banques de développement font aussi du crédit à la consommation. Elles favorisent l'acquisition des biens durables pour ceux qui disposent des revenus relativement élevés et stables. Une réglementation souvent très détaillée précise les conditions de prêt. Un bon exemple en est fourni par des textes qui régissent l'activité de la Banque camerounaise de développement en cette matière. Enfin, les banques de développement peuvent agir comme des sociétés immobilières. Elles peuvent construire des immeubles à usage d'habitation, les louer, les vendre, les donner en location, vente. Les dispositions qui réglementent cette activité sont variables d'un État à l'autre. Une telle polyvalence caractéristique des banques africaines de développement peut surprendre, car elle va à l'encontre de la spécialisation croissante des banques constatées dans les pays évolués. Elle trouve sa justification dans la faible ampleur que peut connaître chaque type d'opération dans une phase initiale. Dans la plupart des banques de développement, ces banques se sont contentées ici de prolonger l'œuvre des sociétés de crédit social. Elles n'ont certainement pas acquis leur physionomie définitive et ont évolué avec un ensemble de contraintes. D'abord, l'emprise des pouvoirs publics sur les banques de développement est forte. Les banques de développement sont sur un certain nombre de points en concurrence avec les banques traditionnelles. Une concentration apparaît bien souvent entre l'ampleur des tâches dévolues à la banque de développement et la faiblesse des ressources dont elle dispose. Malheureusement, ce système financier artificiellement porté par l'aisance des finances publiques et la dépendance des maisons mères est resté figé et peu innovant. Le renversement des termes à l'échange à partir des années 1980 allait complètement bousculer l'écosystème. La chute des ressources d'exportation va assécher progressivement les caisses de dépôt. Par ailleurs, mal gérées, les États ne payant plus leurs dettes aux entreprises, celles-ci ne peuvent plus honorer leur engagement vis-à-vis des banques. Par ailleurs, les rumeurs persistantes de dévaluation de 90 font qu'il y a eu effectivement des fuites de capitaux et les banques de développement, parce qu'étant du fait de leur structure étatique, à leur vocation, ont été les plus exposés et vont être affectés par cette crise. Accumulant des pertes qui souvent absorbent plusieurs fois leur capital, il faudra les fermer. Seules subsisteront en zone franc la Banque de développement du Togo et celle du Gabon, dont une part notable de leur activité est orientée vers les crédits de consommation. Les banques commerciales n'échapperont pas à la crise et beaucoup devront fermer, d'autres devront être profondément structurés. Le secteur bancaire africain, largement dominé par les banques européennes jusqu'à la fin des années 90, est en pleine mutation.
au cours des acteurs traditionnels, des groupes régionaux émergents et se muent progressivement en véritables groupes bancaires panafricains. Au cours de ces 20 dernières années, le paysage bancaire africain s'est profondément recomposé, parallèlement à la domination traditionnelle des grandes banques issues des anciennes puissances coloniales. Les banques d'État ont été créées en 1970. Elles connaîtront pour la plupart un sort funeste, malgré leur impact économique et social. Certains établissements bancaires sont de pure création possibles par une plus grande flexibilité de banques centrales, initialement très réticentes à accorder de nouvelles licences aux capitaux privés. Ces mouvements et par ailleurs soutenus par des États soucieux de doter le continent de véritables acteurs bancaires africains dans un environnement concurrentiel. Nous avons donc l'émergence des banques africaines dans les pays comme Kenya, comme Cameroun, comme Afrique du Sud. Tous les pays de l'Union, à des degrés divers, ont eu effectivement à mettre en place des banques de développement pour créer leur émergence propre. C'est le cas de l'Afrique du Sud, qui a autour d'elle des banques de développement spécialisées dans les activités précises. C'est le cas des pays du Maghreb, où des banques de développement ont été mises en place pour pouvoir développer l'activité locale économique. Mais il faut dire qu'en marge de ces banques de développement, qui sont venues après la crise de 90, nous avons aussi l'émergence des banques sous-régionales, comme la BAD, African Bank of Development, la BOAD, l'Afreximbank, et aussi des banques internationales comme ICD, Banque islamique de développement, qui soutiennent le financement de l'économie. Ces banques, au-delà effectivement de financer les infrastructures, de financer les besoins des États, ont aussi mis en place des fenêtres pour accompagner les PME dans leur activité. Et nous avons effectivement des volets de financement PME sur des crédits à moyen et long terme et avec des taux concessionnels qui permettent aux banques commerciales d'être un relais dans le financement des économies. En plus de ces banques, il y a eu effectivement la création des fonds de garantie, comme le FAGAS, comme le FSA, comme l'African Fund of Guarantee, qui apportent leur garantie dans le financement des PME, qui quand même constituent un acteur important pour le développement économique. Le cas des banques nationales de développement est en train de reprendre, disons, sa place dans le système bancaire dans nos pays. Et aujourd'hui, dans plusieurs pays, on voit de plus en plus la création de banques nationales de développement économique pour financer les PME-PMI. Le cas du Sénégal est un cas typique sur lequel nous avons effectivement travaillé et sur lequel nous avons mis en place un modèle qui tourne autour de l'accompagnement des entreprises dans leur structuration, l'accompagnement des entreprises dans leur financement, aussi bien pour les besoins à court terme, pour les besoins à moyen et long terme, mais aussi pour les besoins de trade finance. Et aujourd'hui, ce modèle qui tourne autour de structures d'appui non financiers créées par l'État du Sénégal a permis à beaucoup d'entreprises d'avoir accès au système financier. Il faut dire que l'accompagnement des PME est devenu pour beaucoup de pays, notamment pour le Sénégal, un modèle de financement inclusif parce que 60% de ces PME-là participent à l'activité économique du pays en création d'emplois. 28% de ces PME participent au développement, à la croissance du pays, mais on se rend compte que 16%, il n'y a que 16% de ces PME qui ont accédé au système financier bancaire. Et pour cela, l'inclusion financière au Sénégal doit commencer d'abord pour montrer les PME, à leur donner la possibilité d'accéder au système bancaire. Il y a bien sûr la réglementation bancaire qui a un poids très fort dans le financement des PME. Nous avons en Afrique, au niveau de l'UEMOA, connu le passage de BAL 1 à BAL 2 de 2017 à 2018. Et ce passage de BAL 1 à BAL 2 et BAL 3
même si il crée de la résilience pour le système bancaire, même s'il renforce, disons, la qualité des portefeuilles des banques, a quand même quelque part un inconvénient dans le financement des PME-PMI, notamment dans les pondérations en matière de risque sur les PME-PMI. En sachant que dans nos pays, les PME-PMI composent pratiquement, une bonne partie est composée de PME-PMI informels, c'est-à-dire des PME-PMI qui participent au développement économique, mais qui ne sont pas connus, qui n'ont pas d'état financier et qui ne peuvent pas être appréciés de manière globale. Donc, l'approche en matière de risque de ces PME doit être différente d'un pays à l'autre. C'est pourquoi, au Sénégal, dans la zone UMOA, la Banque centrale a mis en place un dispositif d'accompagnement des PME en facilitant aux banques la possibilité de refinancer les crédits accordés aux PME selon des règles plus allégées. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est en train donc de s'établir et de se mettre en place, mais en dehors de ce dispositif, les PME-PMI constituent aujourd'hui dans plusieurs pays de l'Afrique, disons, la cheville ouvrière qui permet, disons, à une économie de pouvoir émerger. Et sans ces PME, l'économie ne peut pas effectivement émerger parce qu'elle est dans tous les secteurs d'activité. Le modèle mis en place au Sénégal est en train donc d'être développé dans d'autres pays et aujourd'hui, à cause de ce modèle, nous avons effectivement un taux de participation des banques en faveur des PME qui passe de 16% à 30% et ce modèle aujourd'hui a permis à beaucoup de PME de pouvoir accéder aux banques et d'avoir des financements qui leur permettent de pouvoir progresser. Donc voilà, monsieur le modérateur, en quelque sorte ce que je voulais dire sur le financement des PME et le rôle des banques de développement. En résumé, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs axes de financement. Il y a des financements venant des institutions financières sous-régionales qui sont reprises par les banques locales qui les utilisent dans le cadre de l'accompagnement des PME. C'est la BOAD, la BAD, l'Afreximbank. Il y a aussi le financement local qui se fait sur la base de ressources internes allouées aux banques de développement par les États à travers les organismes publics. Et cela, effectivement, se fait avec l'accompagnement dans la structuration, l'accompagnement dans l'organisation, l'accompagnement dans la gouvernance de ces PME. C'est un défi extrêmement important qui va se réaliser, non pas immédiatement, mais qui aura effectivement le temps de se mettre en place pour que les PME puissent être bien accompagnés. Donc, en gros, ce que je voulais dire, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Théano, pour